donc du coup, le but, la stratégie, c'est de dire, ok, je conçois un produit parfait. Dans ces 10, je dois montrer l'étendue de ce que je sais faire, autant par la technique de personnalisation que la typologie du vêtement. Et donc du coup, nous on veut des photos ultra quali. Du coup, on a payé un photographe qui allait voir nos clients et qui offrait le shooting. Donc au-delà d'être un argument commercial et de communication pour eux, c'était un argument pour nous d'avoir de la création de contenu et de montrer on bosse avec un tel. Une aventure, c'est que des cycles. Et là où les meilleurs, on va dire, se distinguent, c'est quand t'anticipes les cycles et que t'as un coup d'avance sur le prochain cycle. Et du coup, tes actions dans le cycle présent permettront de créer le cycle du futur. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business, grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les 3 premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre, tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. Ok, c'est parti là. Eh ben nickel. Bon, du coup, un petit épisode assez spécial parce que du coup, mon invité n'est autre que Monsieur Olivier Ramel. Donc, je connais un petit peu la personne puisqu'on a cofondé ensemble Kimono ça fera 7 ans, à la fin de l'année, grosso modo, la genèse. Ouais, c'est vrai, la genèse, 7 ans. On pourra en reparler après, etc. Donc, Olivier Ramel, cofondateur et surtout CEO, full focus, full énergie sur Kimono depuis maintenant bientôt 7 ans. Et du coup, c'est vrai que moi, pour cette première saison de Club Sandwich, je voulais prendre des potes, je voulais prendre des entrepreneurs, je voulais prendre des gens qui ont eu un ou plusieurs succès, etc. Et comme je voulais être à l'aise dans l'exercice, j'ai pris que les poteaux, quoi. Donc du coup, forcément, il fallait que Olivier soit là. Comment tu vas ? Écoute, au top. Nickel. C'est vrai que c'est bizarre de se retrouver face à face. On est souvent interviewé par les mêmes podcasts ou autres, mais écoute, content que tu m'aies sélectionné, ça fait plaisir. Et je pense que le fait qu'on se connaisse très très bien va faciliter les échanges, mais c'est drôle. Ah, ça, t'es dans les titulaires, t'es dans le 11 de départ. Allez, j'aime, c'est cool. Et du coup, on peut même le dire aussi, on est chez Orso Media là, chez nos amis d'Orso Media, donc du coup, dont Matt Stéphanie qui est aussi notre associé sur notre boîte, on pourra en parler après, et que j'interviewe juste après, donc comme ça moi je fais tout est lié, une pierre tout de est connecté. Du coup, on a combien de temps là ? On a un peu plus d'une heure, une heure et quart, une heure et demie. Je t'explique un peu le principe du podcast de Club Sandwich. L'idée, c'est qu'on ne va pas faire non plus le Wikipédia de la vie d'Olivier Ramel. En fait, surtout pour moi qui la connais par cœur, etc. Moi, l'idée, j'aime bien quand même qu'on s'attarde sur quand même des éléments de succès. Donc là, dans ta vie, ça va quand même être essentiellement Kimono. Et moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est un peu découper ces succès et en fait sans les frameworker, en fait comprendre comment en fait on arrive en fait à avoir un succès, quelles sont les différentes étapes et quels sont en fait à chaque fois les patterns que tu as utilisés pour tout ça. Mais sinon, ce que je te propose pour les rares personnes peut-être qui ne connaissent pas Olivier Ramel, si tu peux peut-être t'en représenter rapidement. Yes, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Olivier, j'ai 32 ans, donc je suis, comme tu l'as si bien dit, cofondateur et CEO de Kimono. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé mes premiers projets à 18 ans. Kimono, c'est ma 5e boîte, donc j'ai enchaîné aussi pas mal de boîtes. Je suis entrepreneur depuis longtemps, sportif. J'ai toujours joué au basket depuis tout petit. Je joue au paddle depuis un petit moment maintenant, ce que tu sais bien. Mon partenaire bordelais. Ouais. Et très impliqué dans le sport, du coup, parce que j'ai créé une communauté, une marque qui s'appelle Blue Athletics. Donc, du coup, je fais pas mal de choses autour de ce sport. Récent investisseur depuis 3-4 ans, où j'ai investi dans plus de 25 boîtes. Mais voilà, 100% dédié aujourd'hui à Kimono et à mon équilibre de vie en tant qu'entrepreneur et toutes les autres casquettes. Ok, trop bien. Encore une fois, comme tu l'as dit, Kimono, c'est ta 5e boîte. Et que, en vrai, moi, j'ai quand même envie qu'on parle le plus de Kimono. Et franchement, c'est vrai, de parler de Blue Athletics, cette passion commune qu'on a du paddle. C'est ça qu'on peut le dire. C'est vrai. Tu fais partie de ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier au tout début sur le paddle, etc. Qui est devenu également
une grosse passion chez moi. Et puis, je suis même en train de te concurrencer avec ma propre ligue. Oui, mais Et on bon, connaît le résultat à la fin du match. Il n'y aura pas de concurrent, mais du coup, à la fin, ce sera bien. On fera les vainqueurs de chaque ligue et on verra quand même C'est clair. qui est le boss du game. Mais du coup, ce que je te propose, c'est sans revenir peut-être à tout ce que tu as fait avant, peut-être revenir un peu à la genèse. Comment est né Kimono, même si tu l'as déjà raconté. Yes. L'idée, c'est toujours bien quand même de reposer les bases. Et en fait, moi, là où ce qui va m'intéresser, et c'est moi, j'en parle souvent en fait aux gens qui me questionnent là-dessus, ce qui a été en fait une vraie masterclass sur Kimono, ça a été tout de suite le choix très fort de faire une marque, une brand hyper forte et le go-to-market 100% bootstrap qui a été quand même hyper efficace. Et voilà, si tu peux déjà revenir un peu sur la genèse et en fait de ce go-to-market qui remonte à maintenant bientôt 7 ans, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus et on peut rentrer un peu dans le détail, quoi. Bah, surtout que ça paraît comme si c'était hier. Hein. C'est ouf, hein. C'est ouf, ça passe vite. Non, mais je pense, tu l'as dit, on a fait quelque chose de grand dès le début. Si on revient un peu sur la genèse, bah déjà, moi, je venais de quitter mon ancienne boîte. Et comme je disais avant, je venais d'enchaîner plein d'expériences. Donc, je me suis vite retrouvé à qu'est-ce que je vais faire. Ça a duré 1 semaine, donc ça va. Il y en a, ça dure un peu plus longtemps. Je connaissais bien l'écosystème The Family, qui a été quand même un des moteurs de Kimono, puisque je prends un café avec Alice Zaguri, la CEO, et on parle entrepreneuriat. Et c'est vrai que le sujet de culture entreprise était un sujet qui nous parlait, le sujet de branding, d'identité, et rapidement la volonté de monter une boîte ensemble. Du coup, à la fin de la discussion, l'idée de Kimono a été divulguée, a été émise, et il manquait la 3e pièce, toi, c'est la première fois que je raconte l'histoire avec toi à côté. Enfin, ouais, c'est ouf. Remarque, ça a dû arriver plusieurs fois quand même. Mais non, et donc du coup, je me disais, ok, on peut lancer Kimono avec un premier produit qui est du coup de rentrer sur ce marché du textile personnalisé B2B qu'on avait identifié sous la poussière avec des produits dégueux, un service dégueu, rien de responsable, enfin vraiment tout ce qu'on déteste, et c'était sous la poussière. Et du coup, Hugo, on avait fait connaissance, nous tous les deux, je sais pas, 1 an avant ou 6 mois avant. Ouais, je sais pas tant. parce que t'es un pote, t'es le frère de Seb, Yes. qui est un de mes meilleurs potes de promo, Exact. avec qui je vous montrais d'ailleurs une boîte un peu plus tard, etc. Et on s'était rencontrés en boîte à Lille. Ouais, c'est ça. Et on avait parlé entrepreneuriat. Et on avait parlé entrepreneuriat. Et on était restés en contact. On était restés en contact. Et du coup, je t'avais écrit en disant, écoute, on a cette idée, mais il manque la 3e pierre, à savoir l'expertise textile. À l'époque, donc du coup, tu avais une usine, tu connaissais très bien le marché. Et donc du coup, je t'avais proposé assez simplement. Tout s'est fait naturellement. En 1 semaine, on s'est tous mis d'accord et on a monté la boîte en 2017, du coup. Et voilà un peu la genèse de l'idée. Mais après, comme tu disais, moi, c'est la première fois que je me lançais sur le B2B. Avant, j'avais que des aventures B2C. Donc pour moi, qui suis un grand passionné de communication et de marque, c'était presque évident de me dire, on va créer une marque, en fait, qu'on soit à B2B ou pas. Or, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et du coup, je me suis dit, ok, ça commence par un nom, ça commence par une image de marque, une identité, des goûts, des couleurs, une OP de com, de lancement, etc. Et c'est vrai que tout de suite, on s'est penché dessus, et donc on se lance en mars 2017. Et donc, on se met d'accord fin Noël, fin d'année, décembre 2016. Janvier-février était le travail de juste lancer l'OP. Qu'est-ce qu'est Kimono et quelle est la vision de Kimono? Et du coup, on a travaillé sur la marque. Donc, trouver ce nom Kimono, on me pose souvent la question pourquoi ça s'appelle Kimono, etc. Il y a une vraie histoire derrière et c'est pas juste du storytelling. Que tu peux raconter, parce que c'est vrai que c'est Ouais. souvent, en fait, moi, il y a ça qui a 2 écoles. C'est des fois de dire... bon, en vrai, la marque, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'exécution et tout. Tu vois, n'importe quel post LinkedIn un peu bullshit pourrait commencer comme ça. Mais la réponse est non. Il faut une marque forte. Il faut y passer du temps. Il ne faut pas y passer 6 mois. Ouais, bien sûr. Et du coup, il y a quand même pareil. Il y a quelques règles, il y a quelques frameworks. Et ça, que celui que tu as utilisé pour Kimono, avec l'aide de The Family, qui nous a vachement aidé là-dessus à l'époque, je pense que ça peut être intéressant de le raconter. Non, c'est vrai, parce que je l'ai utilisé après pour tous mes autres projets. Donc c'est un vrai framework, puisque en effet, on peut te dire que la marque est pas tant importante, mais en vrai, si. Enfin, du coup, on est bien placé pour le dire. Et donc Kimono, donc comment on a trouvé le nom? On s'est posé autour de la table et on s'est dit, ok, c'est quoi à quel problème on répond? Sur quel marché on arrive? Donc comme je vous disais avant, on arrive sur un marché existant, le marché du goodies qui existe depuis 30-40 ans, donc sous la poussière, avec un service pas du tout quali, etc. Et on s'est dit, alors,
Donc, ok, donc ça c'est le premier problème. Et du coup, on s'est dit, donc le début du framework, pardon, c'est déjà se poser les bonnes questions sur ton industrie, sur à quoi tu réponds. Et nous, on s'est dit, bah, du coup, une de nos forces va être d'apporter un service beaucoup plus fort, des produits beaucoup plus qualitatifs, avec une approche responsable et d'apporter vraiment un soleil dans cette grisaille industrielle. Et avec une expérience client. Avec une expérience client incroyable. Et donc, du coup, on s'est dit en tout cas, ça nous fait penser à qui quand on pense à tout ça. Et nous, je sais pas, tous, on s'est mis d'accord sur le Japon. Et on s'est dit, Japon, c'est carré, on a tous appris à l'école les méthodes, en éco, etc. Donc, le service est top, la qualité, en plus, ils ont du style. En plus, on touchait un peu à la mode, donc ils ont du style. Et donc, du coup, on sait que c'est clean et que ça apporte une vraie image. Et donc, du coup, on s'est dit, donc là, deuxième étape du framework, après, c'est de poser les questions et trouver une direction. On s'est dit, là, on a pris nos ordis. Et c'est ce que je fais tout le temps maintenant. On s'est dit, allons chercher tous les mots qui nous inspirent, soit du Japon, soit qui nous font penser au Japon. Donc là, on commence à regarder des articles, à regarder les noms des dieux, parce qu'il fallait que ce soit un nom quand même qui se comprenne autant en anglais qu'en français. Donc on n'allait pas sortir un nom japonais, mais on s'est dit, qu'est-ce que le Japon nous évoque? Et de là, on sort un Google Doc, ou un Google Sheet, je sais plus, mais bref, et on lance tous à la volée plein de noms. J'ai plus les noms pour le coup, mais je me rappelle plus de la shortlist non plus, hein, mais je me rappelle que Kimono, c'était quand même, quand il est tombé, c'était tellement évident. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait 30 noms dans la shortlist, et quand tu te fais cet exercice, souvent à plusieurs, t'as peur d'être jugé, donc tu vas pas dire le mot. Sauf que nous, on sait qu'on fait cet exercice pour trouver le mot. Donc du coup, c'est pas grave de dire un mot aucun rapport. T'essaies de trouver un champ lexical. Tu vas sur les synonymes. Moi, j'adore. Je tape synonyme de, je sais pas, admettons croissance, par exemple. Si tu lances une boîte de conseils en croissance, et là, t'as plein de mots. Et à quoi ces mots t'évoquent? Enfin, pourquoi toutes les émotions et les énergies qu'ont ces mots? Tu pourrais presque le faire avec ChatGPT maintenant. Hein. Ça, cet ouais, exercice, c'est vrai. Tu pourrais t'en servir comme outil. Comme outil, ouais. Tu pourrais te servir comme outil. T'as raison. Donc du coup, champ lexical. Donc là, on sort plein de noms. Ça dure une journée au total. On sort tous. Et là, après, l'étape vient de scanner cette shortlist. Donc, troisième étape, c'est maintenant d'analyser et de dire voilà, ce que ça représente ou pas. Ce qui est vrai, on a eu un peu de chance, c'est que Kimono, quand il est sorti dans la shortlist, déclic. Alors ça, c'est rare. Honnêtement, ça, c'est rare. Et on s'est dit déclic, pourquoi ? Plein de raisons. Déjà, Kimono se prononce très simplement partout dans le monde. Ça, c'est une des forces, puisqu'on avait une ambition internationale. Ensuite, le kimono, donc avec un i, est un vêtement de grande célébration, de grande cérémonie en Asie. Donc, c'est un vêtement que tu mets dans les grandes occasions, dont tu es fier de porter. Et le kimono en Occident, c'est le vêtement de combat. Et comme au début, on était dans un mood... quand tu portes le vêtement de ta boîte, t'es un entrepreneur ou des entrepreneurs ou une équipe dans une startup, puisque c'était notre positionnement de base. Et c'est un peu comme t'es au combat, c'est un peu les combattants du quotidien dans leurs industries. Ils essayent de réussir à gagner des parts de marché, lancer. Donc du coup, c'était un peu la tenue du combattant. Et en général, quand tu viens brander, c'est aussi les grandes occasions. Donc ça collait parfaitement. Et ouais, non, c'était une évidence. Et encore aujourd'hui. Et je me rappelle plus, hein, est-ce que on est très vite parti sur le kimono avec un Y, ou est-ce que de base on voulait kimono avec un I, mais il y avait une histoire d'URL qui n'était pas dispo ou quoi Non, c'est juste que t'as pas le droit de l'utiliser. D'ailleurs, il y a Kim Kardashian qui l'a fait, tu sais, elle avait lancé une marque de sous-vêtements avec kimono avec un I, et du coup le Japon l'a contacté, je sais plus, le gouvernement japonais a dit c'est mort, c'est un mot qui fait partie du patrimoine. En fait, c'est un mot du patrimoine culturel, donc tu peux pas utiliser. Et donc nous, ça on le savait directement que tu peux pas utiliser le mot comme il est, surtout la puissance de ce mot. Du coup, on a changé la lettre et c'était bon, quoi. Et de toute façon, en plus en termes de symétrie et de design de marque, le Y il passe tellement mieux. Ouais, quoi. Non mais c'est clair, mais le K aussi, les O, en fait d'un point de vue. Et donc du coup l'étape, donc trouver le nom. Deuxième étape, ça a été donne. Deuxième étape, de faire le logo et la charte graphique, qui est un tout autre sujet. Et donc du coup, tu dois refaire le même exercice. Donc c'est quoi, quand tu as envie de voir ta boîte, quand tu as envie, c'est quoi l'émotion de tes clients, c'est quoi l'émotion d'y travailler au quotidien. Et du coup, on en est venu, et à quoi tu réponds toujours, ça reste quand même un service que tu apportes à des clients. Et du coup, pareil, on a fait donc Pinterest, un mood board de toutes les inspi, des émotions visuelles, des couleurs. Et maintenant, je fonctionne toujours comme ça pour trouver des logos. Je fais des boards sur Pinterest qui du coup t'inspirent sur l'ADN que tu veux donner à ta marque. Donc honnêtement, c'est ultra accessible, tout le monde peut le faire. Et l'algorithme est tellement incroyable que tu peux rapidement avoir un truc assez complet.
Et du coup, on parlait de pourquoi le logo, que si vous avez le logo en tête, ou je sais pas si tu pourras le mettre à ce moment-là de ce passage, dans le montage. Exactement, très facilement, je vais le faire en plus, parce que tu connais, je suis assez techos, quoi. Et donc du coup, c'est un K, donc ça représente un K, avec des formes géométriques très claires et des couleurs. Les formes géométriques, c'était pour appuyer le fait que nous, donc chez nous, c'est carré, le service, l'expérience client, c'est pro, c'est sérieux. Parce qu'avoir une bonne expérience, c'est pas juste être sympa, c'est être la meilleure expérience, plus facile, plus rapide, plus efficace. Donc c'était pour cette dimension de service. Et la couleur, parce qu'à la base, on voulait pas de couleur et en fait, on l'a rajouté. C'est quelle émotion on voulait apporter. En fait, quand tu vois nos clients ouvrir leurs colis ou les voir porter leurs produits, ça provoque de la joie, de la bonne humeur. Donc en fait, Kimono, même de la vision de culture designer, où notre but, c'est de faire rayonner les plus belles cultures, c'est de l'émotionnel fort, c'est de la joie, c'est du bien-être, c'est du bonheur, on n'en sait rien, mais par contre, c'est vivant. Et les couleurs, c'était ça, et on a pris des couleurs aussi pour montrer que on habille les autres, quoi. Donc, ça paraît simple comme ça, mais travail puis après travail, et on a trouvé après la charte graphique qui a décliné. Ouais, parce que ça que là, du coup, on a passé un petit peu de temps à essayer d'expliquer tout ça, mais de mémoire, tout ça, ça a pris 8 jours. Tout ce travail on n'avait rien, on avait le nom, plus le logo, plus on avait déjà, du coup, la charte graphique, on avait fait 2-3 punchlines. Genre, les 2-3 premières, c'était quoi? C'était Dress Your Crew. Dress Your Crew. Il y avait quoi d'autre? C'est vrai. Startup Outfits on Demand. Yes. Donc, ça revient un peu sur le go-to-market dont on parlera. On n'avait pas genre Startupper with Attitude, un truc comme ça? On a oublié de mentionner un truc. Ah oui. Très important. Première baseline aussi qu'on voulait ça. Premier nom. Ouais, on voulait ça. Entre quand on s'est mis d'accord à Noël et on a commencé à bosser, il y a eu 15 jours. Sauf que quand tu te mets d'accord et que tu veux lancer une boîte, en général, 15 jours, c'est très long. Et tu as plein d'idées. Et il n'y a rien de pire que de réfléchir à une idée si tu n'as pas de nom. Ce qui est terrible, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, ça va, le nom, on verra après, etc. » Mais il faut mettre un nom parce que, je sais pas, tu vas créer tes premiers documents sur ton ordi, tu vas des notes sur ton téléphone, et ça te permet d'incarner le truc. Et donc, le premier nom qu'on avait trouvé rapide parce qu'on n'avait pas commencé ce brainstorming, mais il fallait un nom, c'était With Attitude. Ouais. Tu te rappelles? Parce que, comme le groupe de rap, Niggas with Attitude. Exactement, comme NWA. Et d'ailleurs, en fait, c'est parce que Straight Outta Compton venait de sortir, et du coup, j'avais checké un peu l'histoire, et c'est vrai que le With Attitude, il dit tout en fait, parce que c'est le groupe de rap With Attitude, etc. Et nous, c'est exactement ce qu'on voulait faire dans le marché du textile et avec nos clients. Donc, ça marchait super bien dans l'idée, mais c'était horrible à dire et nul en fait, on peut le dire. Et donc, du coup, il y a eu ce nom de code projet et ensuite le vrai nom. Donc, en effet, c'était pas vraiment une punchline en tant que telle, mais il y a eu donc Startup Outfits on Demand, Dress Your Crew et plein d'autres. Et donc, du coup, l'étape d'après a été de lancer, à qui, comment, pourquoi. Voilà, donc là, l'OPEDCOM, donc du coup, là, c'est toi qui, du coup, ça sort vraiment de ta tête, etc. En plus, nous, tous les associés, on te dit, tu as 1000 € de budget. Ah oui, c'est vrai, il y avait 1000 Même € moins de 1000 balles de budget. Ah oui, c'est vrai, 500. Et donc, du coup, alors, vas-y, qu'est-ce que tu as fait avec 500 balles qui a fait que, on va spoiler un peu, en une semaine, il y avait entre 300 et 500 demandes de devis, quoi. Écoute, comme je disais avant, donc dans mes anciennes boîtes, là où j'ai compris, en fait, à quoi ça sert de monter des boîtes, faire des projets même qui sont pas les plus victorieux, ça te permet de faire tes armes et surtout de savoir là où t'es bon, là où t'es moins bon, mais là où t'es bon. Et là où je savais où j'étais bon, c'était 2 choses, c'était commercial et communication, c'est-à-dire créer des marques et communiquer de manière complètement différente et qu'on te remarque. Et donc moi, avant même d'avoir des clients, je pense à l'OP de communication. C'est-à-dire, je vais tout de suite être en mode créatif et avant même d'avoir le produit final, c'est quoi l'OP de com, etc. Et je fonctionne toujours comme ça, même pour un projet qui arrive dans Kimono. Je sais déjà à quoi va ressembler l'OP de com, mais le produit final n'est pas du tout fini. Donc du coup, je savais que j'avais cette force et donc tout de suite, je me suis dit, ok, OP de com, c'est quoi? Donc on s'est dit plusieurs choses. On s'est dit, on va attaquer le marché des startups au début. Donc on avait une niche très claire, une grosse niche quand même, mais c'était assez clair à qui on s'adressait. Et on avait 500 € de budget. Et je me suis dit, on est B2B, on est une boîte de B2B marque blanche. Donc du coup, plus on a de beaux clients, plus les autres vont venir. En fait, notre meilleure com et donc stratégie commerciale, c'est de montrer avec qui on bosse, etc. Et du coup, là, l'idée, ça a été de dire... Moi, j'adore les OP de com participatives. Participative. Ah non, c'est terrible.
Participative. Participative. Ouais, tout simplement. Wouh. Je sais que tu le couperas pas ça en plus. Oh que non. Oh que non. Participative, voilà, allez. Du coup, j'aime bien faire participer du monde, etc. Et je me suis dit, ce serait parfait d'avoir les 10 meilleures startups en clients, mais non clients, parce qu'en fait, ils me connaissent pas et ils vont pas être clients, parce que je suis rien encore. Mais du coup, ce serait bien de faire un produit dont il rêve, ce fondateur ou cette fondatrice de startup, une des plus belles startups du moment. Et je vais lui penser. Donc, du coup, je vais choper son logo sur Google. Je vais prendre les produits de notre premier catalogue et dire, OK, on va lui faire ça va bien lui aller. Et du coup, j'ai sectionné donc, 10 CEO, donc autant des filles que des mecs, et de tout type de start-up. Il y avait toutes les industries. Et qui étaient vraiment les 10 un peu les plus cotés du moment. Pour donner quelques noms, hein. Il y avait Zenly, il y avait Agricool, il y avait SoShape. Il y avait Roxane de Station F. Évidemment Alice de The Family. Bien sûr, il y avait Trusk avec Thomas et Fantin. Itch, exact, tu te souviens bien. Afrostream avec ton G. Comment elle s'appelle? Clustry. Clustry, ouais. Yes. J'ai plus son prénom. J'ai plus son prénom non mais plus. Pourtant, mais on l'embrasse. Mais on l'embrasse et pourtant on sait qui c'est. Je crois qu'elle a revendu il y a pas longtemps. Puis je crois que c'est un très très gros succès. Ouais, super success story, super entrepreneuse. Et donc du coup, le but, la stratégie, c'était de dire, OK, je conçois un produit parfait. Dans ces 10, je dois montrer l'étendue de ce que je sais faire, autant par la technique de personnalisation que la typologie du vêtement. Donc que ce soit un kawaii ou un petit pull, un t-shirt, un polo, etc. Pour montrer tout de suite qu'on ne fait pas que des pulls. Et là a été le move important, c'était je devais leur écrire et je devais obtenir de leur part 1 heure de leur temps pour faire un shooting photo avec mon cadeau. Et moi, leur but, c'était de leur dire, je t'offre un produit brandé, t'en fais ce que tu veux, mais c'est cool, parce que c'était pas très à la mode à l'époque, faut le dire. Plus je t'offre un shooting, tu pourras réutiliser je t'offre un shooting à une super photo et tu pourras le réutiliser. Et moi, je veux juste que tu m'accordes l'autorisation que je puisse utiliser. Et donc, du coup, la strat a été de les contacter, donc soit par des intros, soit parce que t'as qu'un tir, hein, donc intro ou direct. C'est là où TF a apporté énormément à ce moment-là. Et ils ont tous accepté, bien évidemment, parce que comment tu peux refuser? On me fait une photo gratuite, on m'offre un vêtement de ma boîte gratuit. Ah oui. Donc irrefusable. En plus, on est sympa, donc ça joue. Et du coup, pendant 2 jours, on a shooté tout le monde, donc on a reçu les produits, on leur a fait un shooting, des super photos, etc. Derrière, donc là, ça a coûté 500 €, le temps d'avoir le photographe. Ça a coûté les produits plus le photographe. Oui. Donc voilà, on crée la landing page, on a notre contenu photo, on crée la landing page, donc du coup tout le manifeste de kimono, positionnement, etc. Et on décide de lancer à une certaine date, donc c'est le 4 mars 2017, et ce jour-là... Le 4 mars, ok. Ouais. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était le 28 février. Ah ouais, non, pas du tout. On vérifiera. On vérifiera, mais surtout parce que... Ça dépend, parce qu'il y a lancement et lancement. Peut-être qu'il y a un jour, on a lancé les réseaux sociaux, c'est ça. Et un jour, on a lancé l'OP. Exactement. Et je crois qu'on lance les réseaux sociaux le 28 février, okay. Et on lance l'opération le 4. C'est possible, ça, ouais, c'est possible. Comme ça, on a tous les deux raison. Et du coup, on arrive massif en disant bonjour à tous, nous on est Kimono, on habille déjà les 10 meilleurs. Alors on le dit subtilement, on l'a pas dit comme ça, mais vous le voyez en fait. On habille les 10 meilleurs. Donc en fait, qu'est-ce que t'attends? Aujourd'hui, les startups, elles sont brandées avec des bons produits. Fini les goodies, fini d'aller à l'imprimeur du coin et un truc que tu vas laisser dans ton tiroir. Et du coup, ce qui a fait que le truc a explosé direct. Ça veut dire tout le monde s'est dit, en fait, forcément, il y a de l'ego. C'est-à-dire, attends, mais lui, il fait ça, pas moi. Ok, je vais le faire. Et premier point, il y a, ça me donne des idées. Si les meilleurs le font, pourquoi pas moi? Et en fait, ça a créé une sorte de tornade pendant 15 jours où on a reçu, la première semaine, c'est entre 400 demandes de devis. Ouais. Donc, sachant que j'étais seul à prendre les demandes par mail, on n'avait aucun outil, rien, tu te souviens bien. C'était compliqué. Et la semaine d'après, je crois qu'on en a reçu 100 ou 200. Donc en fait, on est plus de 500, plus de 600 demandes de devis. Donc aujourd'hui, je sais pas, tout le monde rêverait d'un... C'est rare, hein, c'était rare. Mais on a fait une OP parfaite, pensée sur 3 mois, en utilisant le fake it till you make it. Parce qu'au final,
il y avait aussi une stratégie de leur offrir. C'est que ça allait être vraiment nos premiers clients. Puisque tu vois un super produit, tu te dis, bah, je vais en faire pour toute ma team. Ah, Donc, tu vas pas te ramener au bureau et te dire, bah, c'est que pour moi le CEO ou la CEO. en plus, Donc du coup, forcément, eux, c'est devenu nos premiers clients. c'est devenu tous Mais- nos premiers clients. Donc en fait, l'histoire est vraie derrière. Et la première bonne leçon, en fait, que ton histoire, enfin, que notre histoire, mais ton histoire, parce que c'est ton OP, peut donner aux gens, c'est que déjà aussi, quand vous voulez vous lancer, bah, c'est quand même souvent quand même très important d'être tout de suite ambitieux et quand même d'aller trouver les plus gros. Pourquoi ? Parce que nous, on connaissait pas le mot à l'époque, mais ça, en fait, ce qu'on a fait, ça s'appelle du name dropping. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, tu vas démarcher quelqu'un et tu dis, mes clients, c'est déjà LVMH, Carrefour et La Poste. C'est quand même, en termes de street cred, c'est quand même toujours mieux que de se dire, clair. bah, j'ai déjà 10-12 clients, mais je te donne pas les noms parce que tu les C'est connais clair. pas, quoi, tu vois. C'est clair. Donc en fait, d'aller voir les gros et de dire, en fait, en plus d'amener un peu ce type de FOMO aux gens, de dire, t'as Ouais. vu, il y a les 10 plus gros, Ouais. pourquoi pas toi, qu'est-ce que t'attends ? C'était quand même déjà, c'est ça qui était assez smart dans l'OP, quoi. Non, c'est clair. Et tu rajoutes à ça une image de marque forte qui était pas connue. Un acteur, aujourd'hui, enfin, tu vois, aujourd'hui, on est connu, surconnu dans le côté textile personnalisé parce que bah, notre identité et ce coup marketing, et on en a fait plein d'autres. Hein. On a fait d'ailleurs pas que ça, mais tous les 6 mois, on avait une OP, qui nous a permis de générer notre notoriété. Tu vois, une deuxième OP, je complète juste pour ce sujet, qui était très important. Je me suis inspiré d'Airbnb. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en gros, l'idée, c'est qu'on commence à avoir des premiers clients. Je me suis dit, notre meilleure communication va être de montrer nos réalisations. Ça paraît logique comme ça. Mais à l'époque, je me suis dit, mais comment on fait un shooting d'une boîte de 100, 200, 300 personnes ? Et du coup, Airbnb, ce qu'ils avaient fait au début, c'est qu'ils offraient un photographe aux personnes parce que les gens ne savaient pas faire les photos. Parce qu'au début, on disait, envoie-nous des photos, sauf que c'était immonde. Et donc, du coup, nous, on veut des photos ultra quali. Donc, du coup, on a payé un photographe qui allait voir nos clients et qui offrait le shooting. Donc, au-delà d'être un argument commercial et de communication pour eux, c'était un argument pour nous d'avoir de la création de contenu et de montrer on bosse avec un tel, un tel, un tel, un tel. Et pendant 1 an, on a offert des shootings. Alors certes, ça nous a coûté un peu cher, mais c'est ce qui a lancé la machine. Et ce qui a permis de faire en fait cette V2 post ces 10 clients. En fait, on a montré 100 clients avec des shootings ultra quali. Et ce qui a fait toute la différence. Faut qu'on fasse nous, faut qu'on fasse ça aussi. Comment on fait pop-up, kimono, quoi. Parce que c'est simple, c'est vrai qu'avant que Kimono n'arrive, en fait, il y avait qu'une seule boîte qui faisait ça. C'était Save, du coup, avec Ah ouais, c'est Damien vrai. Morin, C'est qui a vrai. été en fait l'un des premiers en fait à dire je vais brander, je vais habiller Complètement. toutes mes équipes, etc. Mais c'était pas du tout en fait mainstream comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est évident pour les gens de dire il nous faut nos kimonos. Et justement, ça, on est presque devenu un mot en fait. Et même un starter pack, on a été dans plusieurs mèmes de starter pack, faire ton kimono. C'est quoi. ça, tu commences à avoir des salariés, t'as ton Payfit, t'as ton Swile, t'as Alan et t'as tes kimonos, quoi. C'était Exact. ça un petit peu l'idée, quoi. C'est clair. Ok, donc du coup, il y a eu ce qui s'est passé en pré-lancement, il y a eu le lancement, et après, du coup, comment expliquer, parce que tout, en fait, on n'a pas eu le succès de cette première année, ça a été le moteur, cette opération, Bien sûr. mais après, comment tu définirais, comment tu parlerais, on va dire, de cette première année, mais en fait, je dis cette première année, peut-être qu'après, toi, tu dirais que l'étape d'après, c'est une étape qui a duré 6 mois, c'est une étape qui a duré 2 ans, qui a duré 3 ans. Donc, en fait, après le go-to-market, l'attraction et le product market fit tout de suite trouvé, c'est quoi? Après, on rentre du coup, dans la période d'accélération. Donc là, ça va être avec les premiers recrutements. Là. Comment est-ce que tu peux parler un peu de cette période-là? Ouais, bien sûr. En fait, ce que je remarque, et tu vois, juste avant de venir au podcast, j'ai fait une présentation à l'équipe bilan du quarter. En fait, ce que je remarque, donc là, on a 6 ans et demi, une aventure, c'est que des cycles. Et là où les meilleurs, on va dire, se distinguent, c'est quand tu anticipes les cycles et que tu as un coup d'avance sur le prochain cycle. Et du coup, tes actions dans le cycle présent permettront de créer le cycle du futur. Et donc, du coup, le cycle après le post-lancement, post-go-to-market, c'est le cycle, comme tu as dit, accélération. Mais en fait, on n'a pas accéléré comme des bourrins, on s'est dit on va faire plus de chiffre d'affaires, etc. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, les quarter mono, c'était des steps, tu vois. Step 1, step 2, step 3. Et du coup, moi, j'ai essayé de me dire, OK, dans quelle phase on est ?
Et combien de temps elle va durer. J'ai essayé de les mesurer. Ok, bah alors là, on est en phase, en effet, des premiers recrutements, des premiers clients et de l'accélération. On était, je sais pas, peut-être en juillet, je me dis, ok, jusqu'à Noël, c'est cette phase. Et tu donnais des noms aussi à ces steps. Tu te Ouais, rappelles? oui, Moi, je me rappelle plus. Oui, du nom oui, du des mots premier. d'ordre. Bah, en fait, c'était plus des mots d'ordre, en fait, des mots qui vont driver toute une énergie. Donc, Ouais. que ce soit. Je vais pas dire n'importe quoi, mais. Faudrait retrouver l'archive, ça. Bah, j'ai tout, hein, Ouais, j'ai toutes c'est les quelque presse. part. Hein, on peut faire un documentaire de fou. Hein, En j'ai vrai, on pourrait. tout hein. le contenu. J'ai tout le contenu. Non, mais ça c'est cool. Donc bref, et du coup ces steps, donc du coup en fait il faut, donc très rapidement j'ai structuré. Donc je vais commencer ma vision. En fait c'est ça que je voulais dire, c'est que ça part d'une vision. Moi rapidement, on a validé le go-to-market, je me suis dit c'est quoi la vision de Kimono, pourquoi on fait ça, où on va, comment on se différencie, comment on innove. Et cette vision, c'est comme ça, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle évolue avec des cycles et qu'elle se nourrit avec des cycles et qu'elle se structure. Et donc très rapidement, je structure des premiers recrutements. La majorité, c'est que des sales, puisqu'on est une boîte de services B2B. Donc au début, il faut vendre. Mais moi, tout de suite, je leur raconte l'histoire, où on va, pourquoi on le fait, dans quelle phase on est. Comme ça, tout le monde est aligné. Et c'est hyper important de communiquer en permanence. Je pense que j'ai le plus fait, surtout au début, mais même encore aujourd'hui, c'est de communiquer, de répéter et d'insuffler ta vision en permanence. Pour ramener une petite précision à ce que tu dis, en fait, c'est vrai que toi, tu es vu comme un grand communicant, mais donc, du coup, bah, moi, pour évidemment bien te connaître, etc., moi, je dirais que plus qu'un très bon communicant, tu es un très bon communicant en interne. Parce que ça, en fait, là, pour préciser ce que tu étais en train de dire, oui, en c'est interne, qu'en fait, pardon. ce qui est hyper important, en fait, c'est que en fait, la vision de Kimono, elle est communiquée par Olivier chaque lundi matin. Elle est communiquée par Olivier dans chaque message qui est noté sur Slack. Elle est communiquée par Olivier à chaque fin de quarter, à chaque fin de semestre, à chaque fin d'année. Et tout ça, en fait, avec des routines, des coutumes, avec toujours, en fait, que ce soit le quater mono, enfin, ce que tu appelles le quater mono, ça que nous, on sait ce que c'est, mais peut-être les gens, ils savent pas. Tu peux expliquer ce que c'est le quater mono? Ouais, mais non, mais c'est assez simple. Hein. Nous, on met tout avec des ono et des mono, mais le quarter mono, c'est juste la réunion de quarter où on fait le bilan du quarter passé, les objectifs du quarter d'après, tu vois. Ouais. Et tout ça, c'est toujours frameworké, tu reprends toujours la même base qui évolue, etc. Mais en fait, du coup, c'est ça qui est important quand on crée une culture dans une boîte. Ouais. En fait, c'est, même si une culture, elle évolue, c'est qu'il y a toujours des coutumes, des routines, des rituels, et qui sont toujours répétés. Mine de rien, en fait, c'est un peu comme dans la publicité. Hein. On achète le produit et on adhère au produit. La 11e fois qu'on voit la pub, et ben en fait, c'est la même chose en interne. Et ça que moi, c'est une chose que j'ai trouvé que tu avais hyper bien fait chez Kimono. Et même si les équipes, elles ont énormément, évidemment, évolué en 7 ans, hein, surtout maintenant dans les années 2020, etc., les gens, ils restent rarement 5-6 ans. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des cycles, etc. Mais par contre, ce qui ne bouge pas, c'est que du coup, la culture est répétée, et encore répétée. C'est beau parce que c'était pas calculé. Mais on arrive à en venir au fait que c'est notre principal métier, c'est travailler sa culture. En fait, tout ça, j'ai fait exprès de pas trop en parler parce qu'on en parle tout le temps de culture, machin, donc j'évite un peu là. Mais au final, quand tu me dis c'est quoi le focus, c'est quoi le framework, c'est qu'en fait, dès le début, mais peut-être on en était moins conscient au début, c'est tu crées ta culture forte. Et donc ça passe par poser où tu vas, qu'est-ce que tu fais, avec qui, quels sont les rituels, ça c'est hyper important. Et les rituels sont pas que fun, c'est des rituels de structure, de management. Et très tôt, moi je vais me souvenir, à 3-4, on a structuré, on se donnait une mission, je répétais, et ce qui a fait que du coup, ces 4-5, on avait une énergie énorme, donc du coup, en plus de l'attraction, ça a attiré d'autres, puis a attiré d'autres, ça a fidélisé ces équipes, qui a donné, je pense, le cycle des 3 premières années, où on a eu une croissance juste exponentielle, où on était inarrêtable dans les idées, le développement, avec une certaine, forcément, insouciance, naïveté, qu'on rattrape après, mais c'est ça qui a permis de placer Kimono aujourd'hui. Donc en fait, c'est moi ce que j'aimerais dire, c'est vraiment la partie, cette vision, parce que rapidement tu peux te retrouver à ton produit. Ok, bon voilà, je réponds à ce problème, voilà mes clients, voilà mon marché, bon il y a le leader, je suis peut-être 5% de part de marché, bon mon but c'est de prendre 10-15, mais en fait il y a besoin d'émotionnel. Ce qu'on sait dans un projet, c'est qu'il faut amener de l'aventure, de l'émotionnel. On vit pour un projet autant quand employé, collaborateur qu'entrepreneur. Et donc, comment on drive tout ça? Et donc, il faut amener de l'émotionnel. Et la culture sert à ça. La vision permet d'avoir un cap. On a tous des caps. En tout cas, les personnes que je connais
enfin les personnes qui sont le plus organisées, le plus ambitieuses et les plus successful, celles qui ont des caps, ils savent où ils vont. Ils savent pas quand, ils savent combien de temps ça va prendre, mais ils savent où ils vont. Et c'est vrai que Kimono, je savais tout de suite où on allait, avec bien sûr tous les, comment ça s'appelle, tous les, merde, j'ai plus le terme. Bah, en fait, non, ce qu'on peut dire, c'est que chaque début d'année, quand tu nous présentais les résultats en fait, de l'année passée et du coup les objectifs de l'année qui arrivait, en fait, ce qui est intéressant, et là encore une fois, tu parlais de vision et d'étapes, c'est que tout le temps, tu nous disais, voilà, le focus de cette année, la vision, c'est ça, les objectifs, bien sûr chiffrés, mais autres, bien sûr, c'est ça. Les projets, et après, tu nous découpais. C'est-à-dire que tu nous disais, par exemple, là, ce premier trimestre, le mot d'ordre, ça va être, je sais plus, genre one step back, c'est-à-dire on fait un pas en arrière. On a accumulé en fait une dette technique parce qu'on a eu trop de croissance, etc. Donc on refait un pas en arrière, on structure, on processe et après on reprend notre accélération. Clairement. Et ça, tu nous le découpais, tu nous disais pendant 3 mois on fait ça. Après les 3 mois d'après, on reprend l'accélération, donc avec tel recrutement, etc. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Et tu parlais de vision. La vision, encore une fois, c'est pas que des mots, c'est pas que des phrases, c'est pas que du sentiment. C'est qu'est-ce qu'on va faire opérationnellement et qui pourquoi on le fait. Une direction qui t'anime. Mais en effet, c'est marrant parce que j'ai fait le quarter mono juste avant de venir, donc on est vraiment là-dedans et il faut assurer cette direction. Donc on peut en parler pendant des heures, mais le conseil, ou en tout cas ce qui nous a drivé post go-to-market, c'est d'installer tout de suite une direction, une vision, une culture pour animer. Et derrière, c'est comme ça que tu vas chercher les étoiles, quoi. Alright. Et du coup, c'est quoi c'est ça que là, on va peut-être pas refaire toute l'histoire de Kimono, parce qu'il y a eu plein de, on va dire, il y a eu plein de rebondissements, de machins. Au milieu, on a eu le Covid. Ça, je pense que t'en as quand même déjà pas mal parlé. Après le Covid, du coup, il y a eu tout, en fait, un peu le nouveau Kimono qui a été créé. Ouais. Moi, à la rigueur, ce qui peut être intéressant, et ça, je pense que quand on est une agence, parce qu'on peut presque dire qu'on est aussi une sorte, on n'est pas vraiment une agence, mais on est quand même une boîte qui vend du coup des services et des produits, etc. Ouais. Et surtout, en fait, aujourd'hui, les questions que se posent beaucoup les gens, c'est comment on continue de faire grossir une agence et comment on scale une agence. Donc, c'est deux questions qui sont très différentes. Toi, l'un des biais que tu as pris, c'est de monter plusieurs verticales. Ce qui était du coup, encore une fois, en adéquation avec ta vision, puisque la vision de Kimono, on l'a pas dit la fameuse phrase, et c'est « We are culture designer ». Et encore une fois, le textile est l'une des briques qui représente ta culture. Et donc du coup, ça peut être intéressant que tu parles un peu de ta stratégie, qui est vraiment pas à pas. Tu lances pas une verticale tous les 3 mois. On va dire, si on devait faire le rapport, c'est quoi? C'est peut-être une par an, grosso modo? Au début, encore une tous les 2 ans en moyenne, si on prend l'histoire. Tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, c'est quoi? En fait, à chaque fois, monter des verticales, c'est un peu comme de l'intrapreneuriat. C'est prendre des gens profils entrepreneurs, lancer la verticale un peu en mode labo. Moi, franchement, il y a un exemple qui, pour moi, est la parfaite illustration de ça. C'est Kimono Life, qui est du coup la marque de Kimono qui est liée, en fait, à la brique événementielle. Je sais pas, ça peut être intéressant, peut-être que t'en parles. C'était il y a quoi maintenant? Il y a 3 ans, 4 ans? 3 ans. 3 ans. Il y a beaucoup de questions là. Mais tu as raison, en fait, donc de la vision et donc si on reste sur ton point initial, c'est comment tu fais grossir une agence ou tu la scales. Il y a différentes manières. C'est que j'ai senti que t'as pas aimé quand j'ai dit le mot agence. On n'est pas une agence. En fait, on n'est pas une agence parce qu'on n'a jamais pensé comme une agence. C'est vrai. Si tu prends notre sujet, oui, on a des clients, on est une marque blanche, donc on peut nous mettre aux catégories gens. C'est juste que maintenant, comme on fait beaucoup de catégorisation, c'est vrai. Des types, alors, chose qu'on faisait pas du tout il y a 5-6 ans. C'est vrai. Donc même nous, on s'était jamais posé la question si on était une start-up, une agence ou quoi. Nous, on était juste une entreprise, quoi. Mais donc toi, du coup, tu nous appellerais comment? Ouais, on est culture designer. Et comme type de boîte, j'entends. Non, on est une boîte de service, B2B, tu vois. Une agence, en fait, ce qui est l'agence, il y a souvent cette partie créative. Nous, on délivre des produits et des services, tu vois. Il y a de la créa, bien sûr, mais anyway. Mais je peux accepter, on peut me mettre dans cette case aussi. Enfin, c'est pas très grave. Le but, c'était pas de nous mettre dans une case. Mais... on n'est pas dans une case, nous, tu le sais. Non, donc du coup, comment on fait? Donc, ce qui est vrai, c'est que t'es en marque blanche, t'es B2B, t'as plein de clients. Donc, t'es dépendant de tous tes clients. T'es pas comme un produit. Alors, bien sûr, c'est bête ce que je dis, mais tout le monde est dépendant de ses clients. Mais là, t'as plein de comptes qui sont des entreprises. Nous, en plus, on n'avait pas spécialement de contrat cadre. Il n'y a pas de MRR, il n'y a pas de modèle d'abonnement, ni quoi que ce soit. Donc, comment tu fidélises et comment demain, tu divises le risque?
Parce que le risque demain d'être, par exemple, une boîte qui fait que ce service à ces entreprises, bah, si demain, c'est de l'événementiel, par exemple, le Covid arrive, t'es fini. Et donc, mais ça, je le pense a posteriori, je ne l'ai pas pensé comme ça au début, c'était vraiment aligné à la vision. On est le magasin de la culture, donc nous, notre métier, c'est de designer la culture des boîtes. Donc, bah, on va créer différents produits. Et Day One, comme tu sais, le but n'était pas juste de faire des vêtements. Alors, on voulait être le leader du fournisseur textile personnalisé, mais c'était juste la première brique. Et donc, la strat, ça a été de dire, OK, donc comment on design la culture des boîtes? Donc, qu'est-ce que la culture? On est passé par tout ce cheminement. Et donc, ça peut être la manière dont tu es représenté, la manière dont tu habites tes murs. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer la deuxième offre, qui est de l'aménagement d'espaces de bureau. C'est de dire, bah, OK, on équipe enfin, on habille vos équipes. Et ensuite, bah, on va habiller vos murs. On va designer vos espaces parce que ta culture, c'est aussi ton environnement de travail. Et du coup, pour nous, c'est évident, ça rentre dans le côté culture. Et donc là, la difficulté, c'est pour ouvrir une nouvelle verticale, il faut un chef de projet, enfin en tout cas quelqu'un qui le porte. Ça peut pas être fait en side. Donc du coup, il faut investir du temps, de l'énergie. Ça a été à chaque fois ce qui nous a, enfin moi, ce qui m'a excité, mais surtout c'était un risque parce que au début, c'était vu comme du défocus. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui fait toute la réussite de la stratégie. Et donc du coup, on trouve quelqu'un. Là, en l'occurrence, sur l'office design, il fallait trouver un archi d'intérieur, chef de projet. Ensuite, il faut faire une OP de com, on y revient, puisque on a toujours voulu tester les choses. On laisse jamais quelque chose 6 mois dans la boîte à outils. On teste, on a l'idée, ça est cohérent, ok, on fait un proto et on lance. On lance l'OP Office Design, ça marche, on chope des très gros deals dès le début. Ça y est, il n'y a plus de débat, c'est validé, le discours est bon. Ok, on enclenche et on structure chaque BU. Et du coup, il y en a une troisième qui est l'offre de conseil en culture et une quatrième qui est Kimono Life, dont tu parlais, qui est sortie juste post-Covid, qui est la dernière BU. Alors, il y en a une autre qui sortira l'année prochaine, mais c'est la dernière en date. Et c'est le parfait exemple parce que déjà, c'est le Covid, les événements n'existent plus. Et ça part d'une rencontre souvent. Parce que j'ai plein d'idées de verticales, j'ai plein d'idées de produits pour la culture. Tu peux pas tout faire en même temps. Et donc, du coup, tu essaies de voir. Et une rencontre avec une personne incroyable qui s'appelle Martin, qui était dans l'événementiel depuis longtemps. Et du coup, qui avait l'idée de lancer sa propre agence de séminaire. Et il est venu nous voir parce qu'il nous connaissait bien. Il m'a dit, bah écoute, ça a du sens de le faire avec Kimono parce qu'il avait bien compris le positionnement, bien compris le discours. Et je lui dis, bah nous, c'était dans nos sujets à lancer. Donc du coup, on le recrute. Il vient, on teste en plein Covid. D'ailleurs, même son premier jour d'arrivée, c'est l'annonce du deuxième confinement. Donc, parfait timing. Tu m'étonnes. On lance une nouvelle offre événementielle en plein confinement. Et au final, on a fait plein de trucs digitaux. Et cette BU a cartonné parce que, alors là, en l'occurrence, on a créé une marque à part entière, on a créé des process, on a des marchés. Et en fait, plus tu en lances de vertical, plus tu as un portefeuille client existant. Ce qui fait que du coup, là, toute la beauté du modèle, c'est l'effet d'annonce amène d'autres clients pour le produit, qui vont connaître du coup les autres produits. Et l'inverse, les autres clients des autres produits, on va leur communiquer en premier. Donc d'ailleurs, maintenant, on peut organiser vos off-site parce qu'on est culture designer. Ah oui, pas de problème. Ça se passe pas aussi simple que ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu augmentes le panier moyen de tes clients, tu augmentes la LTV de chaque client. Exactement. Tu augmentes plein de choses. Donc du coup, je pense et donc du coup, verticaliser te permet d'avoir différentes. Donc là aussi, un très bon exemple, c'est que du coup, le fait d'avoir différentes sources de revenus de différentes activités font que nous, depuis toujours, on est en croissance. Alors que peut-être si l'événementiel était trop fort, on l'avait lancé avant, peut-être ça aurait fait de la décroissance pour nous parce que ça représentait peut-être trop. Le fait de lancer nous permet d'avoir... En fait, c'est de démultiplier le risque. Du coup, il y a de la saisonnalité en fonction de nos offres. On a des offres qui marchent moins bien l'hiver, moins bien pendant les vacances, d'autres très très bien. Et donc du coup, ce qui fait que du coup, tout s'additionne et font qu'on est toujours en croissance et qu'on se porte les uns et les autres. Donc après, il faut être bien structuré, bien siloté, bien communiquer avec des teams support et mettre ça en route. Donc il y a un travail de process et de structure. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les verticales, ça répond, je pense, à ta question. C'est une des forces de comment faire grandir ce modèle de boîte de service. Et au final, quand tu prends les cabinets de conseil qui ont explosé, qui sont les plus grands, le Big Four, en fait, ils ont tellement d'offres, tellement de métiers, tellement de sous-marques, de business. C'est parce qu'en fait, petit à petit, ils créent un mastodonte. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Kimono. Ok. Et du coup, c'est quoi le next step là pour Kimono ?
Le next step, c'est une belle étape qui me plaît depuis day one, qu'on a failli lancer plein de fois, mais plein de choses ont fait repousser. C'est la prochaine verticale, qui est une verticale un peu et toujours dans l'événementiel et liée à Kimono Live. Ça va s'appeler Kimono House. Et donc Kimono House, ça va être des lieux de vie pour faire des séminaires. Donc comme maintenant on connaît le marché et on s'est rendu compte que les lieux n'étaient plus du tout adaptés pour faire ces events, tant dans le design que l'expérience, on s'est dit, non, on va créer notre propre lieu et on va créer le lieu parfait pour ton séminaire, pour ton team building, off-site, etc. Et donc là, le but, c'est d'y aller très très fort. Donc la bonne nouvelle et la nouvelle non officielle, mais on se l'a dit, on est entre nous de toute façon, nous avons signé donc la première, et donc la première maison qui se trouve à 1 heure de Paris et qui va sortir été prochain. On en cherche 2 autres, puisque le but, c'est de lancer avec 3 maisons d'un coup. On est assez confiant sur ce marché puisque, on a déjà les clients événementiels dans le sens où on organise déjà des séminaires dans des maisons. Il suffit juste que ce soit les nôtres, entre guillemets. Autant le faire chez nous, quoi. Autant le faire chez nous. Mais surtout, c'est un marché qui explose. Je pense qu'on voit l'évolution de l'hospitality, de l'hospitality B2B, tous les nouveaux concepts, les nouveaux lieux. Et pareil, c'est de créer une marque forte avec des lieux iconiques qui nous permettent de faire l'off-site parfait en B2B. Donc ça m'excite pas mal. C'est encore notre boulot. Et qui dit une nouvelle verticale, nouveau head, nouveau process, des expertises et avec une team support qui reste la même. La question principale que tout le monde va se poser, c'est y aura-t-il un ou plusieurs terrains de paddle dans ces Kimono House? Est-ce que ce sera une condition sine qua non dans le cahier des charges? Alors c'est la première décision du cahier des charges qu'on voit avec les archis. Où est-ce qu'on met le terrain? Et idéalement, il en faudrait 2. Parce que je ne l'ai pas dit, donc c'est vrai que j'ai un peu zappé le pitch, mais en gros, ça va être des maisons pour 20 à 50 personnes, puisqu'on estime que c'est là où il y a le plus de demandes et il y a le moins d'offres. Donc ça va être en moyenne entre 20 et 50 personnes. Et donc du coup, ça serait bien d'avoir 2 terrains. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça nous fait même en fait la transition parfaite. C'est vrai. Parce que franchement, on ne pouvait pas faire un podcast ensemble sans parler paddle. Parce que c'est clair. Là, on peut le dire, il nous reste combien de temps là? Il nous reste 15, 20 minutes et quelques. C'est assez pour parler un peu paddle. On y revient toujours. Oui. C'est toujours une bonne raison. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui est marrant, et des fois, même moi, je sais pas comment tu fais, c'est que toi, tu es 100% focus sur Kimono. Alors, tu t'ennuies pas parce que tu lances des nouvelles marques, des nouvelles verticales, etc. Donc, quand même, c'est de l'intra... Ouais, voilà, ton esprit entrepreneurial, du coup, n'est pas forcément floué. Il peut faire des choses. Et du coup, des fois, c'est ça que j'ai jamais compris, comment t'arrivais à ne pas aller, à te faire attraper par le FOMO, aller ailleurs. Mais donc, du coup, pour le paddle, tu te l'es permis un petit peu en créant, du coup, une autre marque qui n'a rien à voir avec Kimono. Et du coup, avec, pareil, toute la partie un petit peu business qui va là-dessus. Donc, moi, ça me paraît quand même intéressant de voir, en fait, comment d'une passion... Tu recrées une marque et du coup avec une vision, encore une fois, par vertical business, etc. qui sont liés. En vrai, quand je fais la rétrospective, c'est la même règle. J'ai exécuté la même chose. Donc au final, je me suis rendu compte que c'était ça ma patte et qu'en fait, peu importe le projet, l'industrie, je vais l'exécuter de la même manière. Donc du coup, la petite histoire, donc on parle de Blue Athletics, qui du coup est la marque en question. Donc je découvre ce sport il y a 2 ans et demi déjà. C'est quoi, c'est un pote qui t'invite, qui dit tiens, il y a un nouveau truc, mec, c'est génial, viens jouer. C'est sur un groupe de potes d'école et justement, il y a pas mal qui jouent au tennis, etc. Et il y en a un qui nous dit venez les gars, on va tester, il y a un truc qui vient d'ouvrir à Paris, venez on teste à 4. Et du coup, on y va. Et après ce jour-là, véridique, j'ai recalculé, j'ai joué toutes les semaines. C'est-à-dire que ça ne s'est plus jamais arrêté. Et du coup, pendant 3 mois, donc c'est un mois de mai, pendant 3 mois, je joue toutes les semaines et je teste. Je commence à faire un peu de contenu dessus, donc je me prends un raz-de-marée de personnes qui veulent tester, comme de nouveaux sports, etc. Donc je commence à jouer, je pense en 3 mois, je joue avec 100, 150 personnes, différents, du niveau faible, niveau très fort. Et je commence à m'intéresser à ce sport et comprendre pourquoi il est autant addictif. Et pourquoi il n'y a pas de salle à Paris? Pourquoi on galère à mettre 1 heure pour aller jouer? Pourquoi pourquoi c'est compliqué alors que ce sport est incroyable? Et je me rappelle de toi, genre moi en voiture, toi à côté, à appeler en fait pour faire des réservations 3 semaines à l'avance. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça, à l'époque, tu pouvais jouer quoi? Tu pouvais jouer à Saint-Denis, tu pouvais jouer... Casa Padel, il y avait quoi 3-4 complexes en fait autour de Paris. Grand max, 3-4. 3-4. Donc là, on est il y a à peu près 3 ans. Là, à peu près 3 ans.
ça n'a pas tant changé que ça, mais ça bouge, ça bouge. Et du coup, bah, mon esprit business entre en jeu et je me dis, mais attends, mais donc du coup, il faut ouvrir des salles. C'est un concept de dingue. Donc un peu comme l'Urban Foot s'est créé, je me dis, mais ok, ouverture de salle. Mais après, je me dis, mais je regarde un peu tout ce qui se fait sur ce sport. Je trouve rien. C'est-à-dire pas de communauté, pas de marque. En tout cas, tout ce que je trouve ne me plaît pas. Ça me correspond pas et ça correspond pas à ce que j'aime dans ce sport. Il y a une inspiration très espagnole de ce sport parce qu'il vient de l'Amérique latine. Et donc, du coup, bah, je trouve qu'on mérite quelque chose de mieux, quoi. Et donc, du coup, je commence à regarder, je te dis, je traîne sur les pages, sur les médias. Voilà, c'est vraiment, je vraiment claque dans la gueule et je me dis, ok, il y a tout à faire. Donc là, je reviens à mon premier amour, création de la marque. Donc, il faut que je crée une marque. Et qu'est-ce que ça va être au début ? Au début, je me suis dit, ça va être juste une page Instagram de beau contenu, d'aller spotter les beaux terrains, parce que c'est tout aussi beau qu'un terrain de tennis. C'est architectural et design, etc. Et donc, ça commence par un nom. Et donc, je passe par le même framework qu'on a vu tout à l'heure. J'en viens à trouver Blue Athletics pour plein de raisons. On rentre un peu dans le détail. Ouais, moi, ok, je la connais ok. pas l'histoire de Ah, Blue ok, ok. Athletics. Donc du coup, je me mets sur... Bon, là, je suis tout seul avec moi-même. Donc du coup, je me dis, mais ok, pourquoi je le fais ? À quoi je réponds ? Qu'est-ce que je résous ? Qu'est-ce que je veux apporter ? Suite, j'ai les premiers mots qui me viennent. Et ensuite, je viens à Google. Google synonyme. Moi, quand je cherche des noms, mais je passe 2-3 heures à taper des noms, des mots, tomber sur des vidéos, des inspirations. Et en fait, je me suis dit, j'aimais bien le côté... en fait, je voulais pas qu'il y ait le mot paddle. C'est hyper important parce que dans l'anticipation qu'il y aura des verticales, il faut pas être fermé, tu vois. Et surtout, j'aime pas dire ce qu'on est, en fait, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est une erreur de positionnement. Et donc, du coup, j'en viens à regarder plein de vidéos et je me rends compte que tous les tournois officiels, le terrain, il est bleu. C'est le terrain réglementaire. Alors aujourd'hui, il a un peu changé de couleur, etc. Mais des 15 dernières années, il est bleu. Je me dis, ok, blue, c'est une couleur assez forte et iconique dans le paddle. Et après, je voulais qu'on comprenne que c'est du sport. Je voulais qu'on comprenne dans le mot qu'il y a une dimension sportive. Tu sais pas ce que c'est, mais il y a une dimension sportive. Et donc, je tape plein pour tomber sur Athletics. Je regarde plein de marques. Tu sais, toutes les marques ont lancé leur Nike Sport. Et je regarde un peu les mots qu'ils utilisent. En effet, le Athletics, aujourd'hui, il est très pris. Même Zara a lancé Zara Athletics. Mais à cette époque, je me souviens, c'était le début. Il y avait les marques, tu sais, à l'ancienne qui refaisaient surface, donc Russell Athletics, Ouais. etc. Et je me dis, mais en plus, il y a un côté vintage, il y a un côté marque un peu sympa. Et du coup, je me dis, bah, je vais associer les deux. Et je teste. Mais je te dis, j'ai testé plein d'autres trucs avant. Boom, Blue Athletics. C'est vrai qu'à Athletics, ça sent bon les années 90. aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a cette dimension sportive. Donc du coup, direct, bon, bah, je dépose le tout, je crée la page Insta. Et première verticale, je me dis, bon, de toute façon, je sais pas ce que je vais en faire, mais au début, c'est pour la passion. De toute façon, ça devient toujours d'une passion. Au début, quand on a lancé Kimono, on avait une passion pour les fringues, tu vois. On n'était pas passionné de la culture d'entreprise, on était passionné pour un premier sujet. Et moi, ce qui me passionnait à ce moment-là, c'était de jouer avec mes potes. Et du coup, je me suis dit, comme je suis assez... j'aime bien organiser des choses, je me suis dit, mais pourquoi j'organise pas une ligue, un tournoi entre nous ? Et du coup, le premier projet, ça a été d'organiser un tournoi. Et on organise le tournoi sur 2 mois, on était une trentaine, et le truc, énorme. Enfin, c'est-à-dire, moi, je me suis mis en mode comme une boîte, quoi. C'est-à-dire, expérience parfaite, tous mes potes, c'est les users, et donc du coup, comment tu crées une communauté. Et donc, du coup, le premier projet était de créer une communauté. Je me suis dit, en premier, il va falloir la communauté, et derrière, les verticales vont être plus simples. Donc, page Insta, communauté, donc organisation de matchs et de ligues. Et derrière, ça a décollé parce qu'en fait, personne ne le faisait. Et il y avait un côté sympa, un côté réseau, un côté rencontre. Il y avait un côté aussi, on en parlait juste avant, du coup, tu n'as plus à te soucier de réserver tes cours, ce qui était un gros problème à l'époque. Enfin, c'est toujours le cas, tu dois prendre 2-3 semaines en avance. Et du coup, on lance. Et du coup, là, l'histoire, elle est folle parce qu'en fait, on est vite repéré avec mon partenaire par le Club Med pour aller inaugurer un terrain aux Seychelles avec le champion de France, avec Babola. J'en suis toujours malade de ça. Non, mais ça, c'est incroyable. On avait commencé 6 mois avant. Mais par contre, on a été identifié tout de suite. C'est là où il manquait quelque chose, comme influenceur padel, ou en tout cas, on a compris une vision et un positionnement qu'on veut faire. Et je dis on, mais en fait, c'est je, et que je voulais apporter à ce sport. Donc voilà, je te passe pour faire un peu plus vite, mais aujourd'hui, c'est plus de 2000 joueurs qui jouent dans plein de ligues en simultané, en Paris, région parisienne, mais bientôt en province, dans une 5-6 villes. On dit en région.
On dit plus en On province. dit plus en province. Je savais que t'allais me dire dessus. Donc en région. Donc les ligues. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, mais quelles vont être toutes les verticales? Et donc du coup, Day One, j'ai noté 8 verticales. Donc il y a événementiel, organisation de ligues et de tournois. Autant des ligues hebdo que des ligues sur une journée là-dessus. Événementiel parce qu'on organise des camps en dehors, donc à l'étranger, en Espagne, où tu pars 3-4 jours faire un stage pour travailler. Ensuite, il y avait bien évidemment, on y revient, moi j'essaie de toujours trouver un lien avec Kimono, création de la marque, création d'une ligne de merchandising, donc là, marque de vêtements. Ensuite, il y avait la partie média, il y avait la partie club, on y revient, donc là je commence tout de suite à regarder pour ouvrir un club, je rencontre toutes les personnes qui veulent ouvrir un club dans Paris ou autre, donc tout d'un coup je suis au courant de tous les acteurs, donc en fait rapidement j'ai été central et au courant de toutes les initiatives. Et c'est Voilà. un petit monde en fait le paddle, c'est ça qui Et est c'est un marrant tout petit monde. quand C'est un on petit s'y monde, intéresse. Et c'est un monde où en fait on est à l'aube de quelque chose qui va devenir énorme. Ouais, Et en fait ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui ouais, tous les acteurs du paddle, tu les reach en 2 secondes. c'est vrai. Bah oui. Demain, tu veux reacher avec Karim Benzema ou Zidane, non, tu peux pas, Ouais, comme ouais. ça. Par contre, tu veux reacher avec le meilleur joueur français ou le plus grand entraîneur français Ouais. ou le responsable paddle de la Fédération française de tennis, Complètement. tu l'as en un message. C'est Tu vois. clair, c'est clair. Donc c'est accessible. Donc c'est pour ça que quand tu es entrepreneur, que tu as des bonnes idées et que tu as une vision business, bah, les opportunités, elles sont monstres. Donc moi, j'en devenais, alors j'en suis un peu moins maintenant, mais pendant un an, j'en devenais malade de me dire, mais il y a trop de trucs à faire. Si j'étais full-time dessus, mais ça serait un truc de malade. Sauf que ça, j'ai arrêté, tu vois, on peut pas faire 2 choses en même temps. Donc Kimono, c'est ma passion du moment et je sais que je peux le porter encore très très loin. Mais Blue Athletics, c'est mon side passion qui m'a permis de développer un réseau parce que je pensais que j'avais un gros réseau, mais avec le paddle maintenant c'est juste gigantesque parce que tous tes joueurs tu les connais, tu crées des connexions, donc c'est du network, même entre eux il y a plein de business qui se fait, donc voilà, en fait je suis content d'avoir un pied dans le sport parce que je l'avais pas, je viens pas du tout de ce monde et je comprends plein de choses, je comprends aussi plein d'enjeux politiques, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de clubs qui ouvrent, donc il y a plein de trucs, donc écoute, Blue Athletics a un bel avenir et je cherche quelqu'un pour s'en occuper à 100%, qui joue et qui peut exécuter toutes mes idées. Tu vois, j'ai pas trop communiqué dessus, mais j'en parle du coup si ton audience est potentiellement intéressée. Mais voilà, je cherche quelqu'un, peut-être un stage au début parce qu'on n'a pas de budget, on n'a pas de moyens, mais il y a un truc énorme à faire. Il mérite, j'ai toute la vision, j'ai toutes les verticales, j'ai toute la strat et maintenant il faut juste exécuter. Donc Faut l'exécuter full time. il faut du temps et il faut l'exécuter full time. Mais déjà, en le faisant en side, je suis déjà très content du résultat. Je me mets pas tant de pression ni d'ambition et d'objectifs. Par contre, je sais où je veux aller, comment. Il y a un documentaire qui va peut-être être produit et sortir. Donc voilà, il y a plein de sujets qui m'excitent et c'est trop cool, quoi. Ok, trop bien. Et bientôt, on va se faire une partie, surtout. Il y a quelque chose là qui est toujours organisé là, à la mi-octobre là, avec Non. notre ami Jérémy Mbédayan. Ça a se été fait plus. annulé hier, ouais, décision annulée. Reporté. Ok, bon ça, ce sera coupé au montage. Ouais, coupé au montage. Ok, Je te dirai après. ça marche. Mais du coup, je sais même pas comment rebondir. Non, bah en fait là, il nous reste du temps ou pas? 30, le temps de partir 5 minutes. Je dirais 5 minutes, 5-7 Ouais, minutes. ok. Bah écoute, on va essayer de conclure tranquillement. Non, mais du coup, ce qui peut être intéressant de voir en fait, c'est est-ce que toi tu te projettes déjà, sans parler de nombre d'années, à l'après kimono? Quand on est resté par exemple par exemple moi, chose qui me paraît presque impossible par rapport à mon profil, mais quand on reste 10 ans une boîte. full focus, full time dans une aventure, chose qui ne t'était pas encore arrivée parce que même Ouais. toi t'en avais eu Oui, plein, oui, mais oui. c'était plein de petites Ouais, histoires de 2, 1 3, an, 2 2, ans, 3 max, 3 ans, ouais. etc. Comment on fait quand on a été marié pendant 10 ans de pouvoir se remettre en selle et potentiellement se remarier? Alors, c'est une excellente question. C'est la question que je me pose tous les jours. Forcément, tu te la poses. Forcément, ou tous les jours, enfin, très souvent. Et j'en viens souvent à la même réponse, qui a été la même réponse qui m'a donné l'envie d'entreprendre. Pourquoi j'entreprends? C'est pour avoir une certaine liberté et pour être épanoui. Et en fait, c'est dans la création de projets que je suis heureux. Parce que ça me permet aussi d'avoir mon équilibre autour dans ma vie. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat est un moyen pour moi de kiffer ma life à 200%. Je me suis toujours promis ça. Et le jour où ça s'arrête, où ce n'est plus le cas, next. Et je me prendrai pas plus la tête.
Et ça a déjà été le cas pour d'autres expériences avant. Et du coup, j'en reviens à... Waouh, ça fait déjà 6 ans et demi, bientôt 7 ans dans quelques mois. Ça fait longtemps, je me serais jamais vu autant porter un projet. Et en fait, la réponse, c'est que en fait, je me dis, mais est-ce que j'y crois encore? Est-ce que ça me plaît? Et est-ce que ça m'anime? Et comme l'algo, il vient toujours à bah ouais, j'ai aucune raison et je le challenge. C'est pas aussi simple que ça, tu vois. Mais je pense en effet, la vision de Kimono, peut-être inconsciemment, elle est peut-être très liée à moi parce qu'en fait, grâce à la vision de culture designer, je peux faire ce que je veux. Donc en fait, Kimono House, moi j'adore le design, j'adore l'immobilier, j'adore l'hospitalité. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça m'a donné l'idée, parce qu'il y a un marché, il y a une logique avec Kimono, il y a de l'apport, de le créer ensemble. Et ça s'était fait en fait comme toutes les autres. Donc c'est pas stratégique, c'est-à-dire je le conscientise pas, mais je pense que du coup c'est aussi ma... En fait c'est comme si j'avais entrepris plein de fois en fait dans Kimono, parce qu'à chaque fois c'est moi qui lance les BU. Donc au final je m'éclate. On arrive à un stade qui va être très intéressant, que je connaissais pas, c'est à savoir la maturité et comment maintenant tu vas chercher beaucoup plus. Donc c'est d'autres questions, plus orientées finance, stratégique, solidité, structure, qui pour un entrepreneur peut faire peur, mais sachant que moi j'ai un objectif clair et je sais où on va, let's see, tu vois. Donc la question c'est voilà, ça, en fait je me suis déjà vu avec Kimono de me dire ça fait 10 ans, tu vois, ça fait 6 ans et demi, il peut se passer plein de choses entre temps, mais moi ça me fait pas peur de me dire 10 ans quoi. Et en fait le jour où je sais pas, j'ai envie de faire autre chose et j'apporte plus, j'ai pas la même énergie, j'arrêterai de la meilleure manière, en bonne intelligence, dans le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la boîte, elle est structurée pour pas être dépendant de moi. Et c'est hyper sain pour nos investisseurs. Pour demain, un acquéreur potentiel, il ne doit pas se dire tout mis sur Olivier. Parce que si Olivier, il tombe malade ou il veut faire autre chose, on est dans le baba, quoi. Donc voilà, donc j'essaye aujourd'hui de créer une structure. Forcément, il y a besoin d'un leader. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra trouver un autre leader? Mais on n'en est même pas là, puisque moi, ça me plaît et ça rentre dans mes... Tu vois, je me dis aussi, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Forcément, tu sais pas. Et je sais que j'entreprendrai toute ma vie dans des industries que je pense même pas. Mais tous les métiers réunis, je suis passionné. Donc, en fait, j'adore, j'apprends, je kiffe. Et donc, du coup, ça répond à mon débat à 18 ans de me dire, j'entreprends pour le kiff. C'est le cas, on continue. Et là-dessus, et tu vois, ça fait 6 ans et demi. Je me nourris de petits projets comme Blue Athletics qui m'apportent autre chose. Le fait d'investir dans des boîtes m'apporte aussi d'autres choses. Je cofonde des boîtes non opérationnelles du tout, plus advisor, ça m'apporte. Donc au final, Kimono, et c'est presque mon socle qui me permet en fait de faire plein de choses. Et moi, j'essaie de le faire intelligemment en connectant tout et le rattachant à Kimono pour faire une très belle histoire et continuer cette aventure. Mais j'ai pas de FOMO de me dire si on n'a pas réussi ça, c'est que c'est un échec. Aujourd'hui, Kimono, c'est déjà une réussite. Ça s'arrête maintenant. Mais quelle fierté, tu vois, et on saura très bien rebondir. Donc, il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de stress, de goal ultime. Le chemin est le plus important. Je veille à préserver ce chemin. Et le dernier point sur est-ce que tu peux te remarier? C'est évident, oui, je suis passé par là plein de fois. En effet, pas d'une aussi longue durée. Mais je suis persuadé que... C'était des amourettes à côté. C'est des amourettes. Là, Kimono, il y a eu mariage en grande pompe, il y a eu des mômes, il y a des choses quand même. C'est vrai. En vrai, j'en sais rien. Ça se trouve, Kimono, j'y serai toute ma vie. Je pense pas, honnêtement. Mais et ça se trouve, je sais pas, Kimono, je donnerai le flambeau à quelqu'un d'autre. Et je ferai autre chose. Et je suis sûr que je pourrais repartir pour 10 ans. Ou 5, ou 3, ou 2, ou 20. Moi, je me mets aucun stress là-dessus. Le plus important, c'est d'être à l'aise maintenant, savoir où tu vas. En fait, ce que j'implique à la boîte, je me l'implique à moi-même. Et tu sais à quel point j'aime, pas philosopher, mais faire de l'introspection. Et c'est une sorte de développement personnel. Tu vois, j'essaie toujours d'être équilibré, prendre soin de moi, d'être bienveillant, de pas trop me juger, de pas être trop, tu vois, être trop exigeant, quoi. Et au final, tu suis ton ambition, tu suis tes envies. Tu es bon, ça veut dire tu fais du bien dans le sens où voilà, tu fais pas de coups à l'envers, t'es réglo en fait. Quand t'es réglo et tu fais bien les choses, tout roule quoi. Et c'est ça qu'il faut, c'est le but.
Ça a l'air d'être le mot de la fin, ça, du coup. Grave. Est-ce que du coup, toi qui du coup fais quand même beaucoup de podcasts, et c'est pas le truc dont j'avais peur en t'invitant, c'est de dire, il faut pas, surtout pas que je le fasse répéter les trucs qu'il dit tout le temps. C'est pour ça que j'ai voulu m'attarder sur des choses qui me paraissaient également intéressantes. Mais malgré tous les podcasts ou autres interviews et tout que t'as pu faire, est-ce qu'il y a des questions que personne te pose, mais que t'aimerais qu'on te pose? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ça fait beaucoup de fois le mot. Bah déjà, je trouve qu'au final, toutes les questions sont différentes. Vraiment. Et t'as beau avoir fait 100 podcasts et t'as l'impression de toi de te répéter, tu le dis toujours d'une autre manière. C'est une autre relation, une autre connexion. Tu vois, là, j'ai oublié, je pense, 1 milliard de trucs parce qu'on se connaît. Donc en fait, je pense pas à des détails. Tu vois, on n'a même pas pitché Kimono dans les règles de l'art. Ouais. Parce que, donc du coup, c'est toujours différent. Et ce qui me plaît, c'est on te pose toujours des questions que tu ne te poses jamais. Et du coup, on pense que forcément, tu apportes à ton audience du contenu, de l'inspiration et du partage. Mais en fait, ça t'apprend énormément sur toi parce que du coup, tu dois répondre vite en plus sur un sujet qu'on ne te pose jamais. C'est pour ça que c'est un super exercice d'accepter les invitations à des podcasts ou quoi. C'est obligatoire, il le faut. L'oral, c'est vraiment, moi, ça a été game changer ces 2 dernières années-là, que ce soit en étant invité à des podcasts, en faisant des conférences ou des masterclass en ligne ou quoi. Clair. L'oral, c'est se confronter et transmettre. C'est quand même un exercice qui est hyper dur, mais qui est hyper important. Ah non, mais c'est clair. Donc, t'apprends énormément. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une question que j'ai toujours rêvé qu'on me pose et qu'on me pose jamais? C'est drôle. Honnêtement, je me pose jamais de... C'est-à-dire, moi, les podcasts, je me dis jamais, j'espère qu'il va me parler de ça ou de ça. Donc, je suis un peu en mode impro. Genre, ton avis d'imposition. Non, parce que là, c'est plus une question que j'ai envie qu'on me pose. Tu m'as dit, c'est ça? Ouais, donc, ça t'as pas envie. Ça, je m'en fiche, mais ça regarde personne. Ouais, grave. Donc, voilà, on s'en fout. Mais en vrai, je me pose pas trop cette question. J'aime bien ce feeling de se dire, ça va être un échange assez enrichissant et tu verras. Et même quand on me dit, est-ce que tu as des questions qu'on veut pas poser, je dis, on verra. Ouais, ça, moi, pareil, je leur dis souvent, il y a pas de tabou, et moi, ça m'est jamais arrivé de dire, franchement, vas-y, là, ce que je viens de dire, en fait, je veux pas que ça soit cut-le et tout, ça m'est jamais non, arrivé. jamais, parce que tu contrôles quand même, enfin, tu te maîtrises un minimum. Et non, et attends, je réfléchis, du coup, à une question. Je sais pas, je suis content d'avoir parlé de Blue Athletics. Et c'est pour ça, t'as vu quand même, c'est quand même un métier, parce que je savais que j'allais te lancer sur Kimono House, et je me suis dit, là, j'ai ma transition qui était toute parfait. trouvée. Non, mais j'avoue, c'était magnifique. Non, mais j'arrive à tout ça, on y vient toujours au paddle. Ouais. Non, écoute, pas tant. Pas tant parce que j'en ai fait beaucoup et maintenant j'ai parlé vraiment de tout. Il y en a où je me suis vraiment livré personnellement. Ouais. On parle ni de pro, ni de business. On parle de toi, ta vision des choses. Ça, j'ai bien aimé. Vraiment parler, tu vois, de la vie. Parce que c'est comme une thérapie gratos, ça, du coup, en fait. Et moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est comme une thérapie très gratos. thérapeutique, j'aime bien. C'est vrai. Donc écoute, là, comme ça me dit rien. Mais en tout cas, on m'a jamais posé 2 fois les mêmes questions parce que c'est un interlocuteur différent, dit d'une autre manière, à une autre audience. Et même si je comprends le fait, toi, de dire j'ai pas posé des questions parce que j'ai peut-être déjà dit ça ou ça. En fait, ceux qui nous écoutent là, ça se trouve, ils m'ont jamais entendu. Peut-être. Donc c'est pas grave. Et je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir. Tant que c'est par ta patte, t'as la manière dont tu as envie, fine. Et je pense que tu peux écouter 10 fois le même podcast d'un mec, ce sera toujours différent. Ou d'une nana, ce sera toujours différent, quoi. Eh ben écoute, alright, on va remercier à nouveau quand même nos amis de Orso Media qui nous ont accueillis chaleureusement dans leur beau studio. Et on va également évidemment remercier Shine qui est le sponsor du podcast. Franchement, grâce à eux, on a pu faire beaucoup de bonnes choses et surtout bien le faire, c'est-à-dire voilà, dans des beaux studios avec du beau matos, dans des bons endroits. Donc ça, c'est quand même grâce à eux. Donc on les remercie. On remercie Shine, on remercie Juliette qu'on embrasse. Et sur ce, on va dire au revoir à nos auditeurs. Et salut. Et passez une bonne journée. Yes, carrément. À bientôt. À bientôt. Ciao.